Les producteurs de bananes sont inquiets. Le projet ambitieux Cap 100 000 tonnes se fait désirer. Le président Henri Chalus est venu à la rescousse des producteurs en demandant au gouvernement de tenir ses engagements pour sauver ce secteur. Primaire à droite et au centre, c'est parti. Les candidats se sont affrontés lors de leur premier débat. Un exercice inédit pour un scrutin qui l'est tout autant pour cette famille politique. Vos opinions sur ce mode de scrutin et le débat visible sur ATV Guadeloupe après ce journal. Le suicide de la jeune Martiniquaise britannique continue d'agiter les réseaux sociaux. La photo d'une jeune fille accusée d'être le bourreau a été diffusée, sauf que cette dernière n'est pas liée à l'affaire. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique qui mettent en lumière les dérives des réseaux sociaux. Bonsoir et bienvenue à tous. Et nous ouvrons cette édition avec cette information. Un important déploiement a eu lieu cet après-midi. Des forces de l'ordre a eu lieu cet après-midi à Petit-Bourg, après que des coups de feu aient été entendus près de la salle Laura Flissel. Selon les premières informations, il s'agirait d'une bagarre qui aurait dégénéré. Aucune victime n'est à déplorer. Les gendarmes, eux, ont procédé à la sécurisation des lieux. Eux ont le moral en berne, il s'agit des producteurs de bananes. Leur projet Cap 100 000 tonnes de bananes avait suscité de nombreux espoirs, mais n'a toujours pas vu le jour. Le président Henri Chalus a d'ailleurs rappelé au gouvernement à l'Assemblée nationale son engagement à le concrétiser. Comment vivent-ils cette attente? Le reportage de Moïse Exter, Patrick Curie et de Nathalie Dinan. Et nous reviendrons justement sur cette information plus tard. Alors pour la première fois de son histoire, la droite organisera les 20 et les 27 novembre prochains une primaire pour désigner son candidat à la présidentielle 2017. Ce soir, le premier débat inédit sur la primaire de la droite et du centre sera diffusé sur ATV Guadeloupe après ce journal. Ce mode de scrutin est-il selon vous une bonne méthode pour désigner un candidat à l'élection présidentielle? Karen Diamas s'est rendue dans le Nord-Bastère pour entendre l'avis des Saint-Rosiens. On les écoute. Je dirais, qu'on devrait avoir le libre choix de présenter qui on veut. Et même pour, pour les électeurs, je pense aussi ce serait pour eux. Ils auront la liberté aussi de choisir qui ils veulent. Voilà. Oh oui, moi je trouve on peut choisir. Les primaires, ça ne sert à rien. C'est vrai parce que c'est la population qui décide. Ce n'est pas un nombre de personnes. C'est ce que je vois, moi. Oui, je pense que les primaires sont légitimes pour présenter le président. Candidat, pardon. Oui, pourquoi? Bon, parce que simplement, je pense que les primaires donnent le choix dans les partis. Il y a plusieurs personnes qui veulent devenir président. Et ça nous permet de voir un petit peu ce que présente chacun des candidats. Et que ça donne le choix, tout simplement. J'aurais préféré que c'est le peuple qui choisit, voilà. Pas de primaire. Non, pas de primaire, non. Il vaut mieux laisser le choix au peuple. Voilà, c'est tout. Donc, j'aurais préféré qu'on ait le choix. Mais vu que depuis pas mal d'années, ça veut dire qu'on est là, mais ça veut dire qu'on ne compte pas. Alors, le problème, c'est comme ça. Mais ça veut dire que si on pouvait changer, que nous mettons aussi la parole, on devait avoir la parole aussi. C'est une bonne chose pour nous. À mon avis, non. Il vaut mieux que ça soit le candidat qui se présente et que le peuple décide si oui ou non. Parce que les primaires, il y a toujours une magouille en faveur de celui-là ou celui-ci. Ça se passe dans les partis, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment la décision du peuple, alors c'est comme ça que je vois ça. Et à Bemao, les avis sont nettement plus favorables à cette élection. On regarde ces avis recueillis cet après-midi par Isabelle Hameau. Je pense que c'est nécessaire parce que ça permet donc aux électeurs effectivement de pouvoir avoir des idées, de pouvoir éventuellement savoir quel programme qui sera présenté donc, aux différents électeurs. Et puis donc, non, pour moi c'est une bonne initiative. Donc, puisque surtout qu'il y a une multitude de candidats, donc que ce soit à droite ou à gauche. Hein. Notamment à gauche, je ne sais pas combien il y en a, mais enfin à droite, je sais que notamment il y a un débat ce soir avec les 7 candidats. Donc je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est peut-être une bonne chose. Au moins, ils se mettent d'accord, au moins dans un parti, et ils ne se dispersent pas à faire tout et n'importe quoi, parce que c'est un peu ce qu'on constate, et à se tirer dans les pattes après aussi. Ben justement, il y en a qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Ils n'ont pas les mêmes idées, mais
Moi, je pense que même s'ils n'ont pas les mêmes idées, mais s'ils ils veulent vraiment faire quelque chose pour la population, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord et puis à se concentrer sur une personne. Je pense que l'idée est valable parce que dans tout parti, il y a toujours un qui a une bonne élocution, qui peut convaincre la population, et c'est toujours bien que le parti entre eux puisse se mettre en accord avec les idées d'une personne, que tout le monde soit d'accord sous l'idée du programme qu'il veut présenter. Parce qu'il faut qu'il sache la personne qui aura le plus de voix, qui est plus habilitée à être président après. C'est parce que c'est pour ça qu'il faut la primaire. Parce que ça ne sert à rien, ça revient toujours au même, il faut toujours choisir une seule personne. Depuis des années, il y a tous ces gens et on ne voit rien qui fait tout comme de nouveau. On est toujours dans le même stade, il n'y a pas de problème. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Tout le monde qui cherche à avoir la même place et pour faire quoi? Pour juste soutirer l'argent, prendre l'argent et après, quelques années après, on les entend dans des compromis qui n'est pas tout à fait honnête. Je pense que c'est intéressant. Eh bien, parce que au moins ça permet de déterminer qui sera le candidat de droite. Pour ceux qui sont contre la droite comme moi-même, au moins je saurai d'emblée quel sera le candidat qui se présentera aux élections à droite. C'est intéressant pour moi, pour mes choix. Bon, les primaires à gauche, c'est pareil. Ce que je regretterais, c'est que pour les primaires à gauche, il n'y ait que le Parti socialiste, et puis peut-être les dissidents qui soient dans les primaires, alors que l'extrême gauche n'adhère pas. Voilà. Et puis sachez que tous les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent prendre part à ce vote en signant néanmoins une charte dans laquelle ils indiqueront partager les valeurs de la droite républicaine et du centre et s'acquitter d'une somme de 2 €. Et je vous le disais tout à l'heure, les producteurs de bananes ont le moral en berne. Leur projet justement de contrat de 100 000 tonnes n'a toujours pas vu le jour. Le reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et de Patrick Curie. Pour Miguel Herry, exploitant depuis 3 ans à Mansois à Capesterre-Belle-Eau, ce projet est une réelle opportunité. Il emploie 6 personnes en contrat à durée indéterminée sur ses 14 hectares, dont 10 plantés. Il pourrait produire près de 500 à 700 tonnes de bananes au lieu des 390 actuellement. J'ai vu cette intervention de M. Chalus, président de notre région et député de la Guadeloupe, une très bonne intervention, d'accord, avec force et vigueur, d'accord. La réponse du ministre n'était pas à la hauteur, pas du tout. Une réponse floue, évasive ou non cadrée et sans objectif. On pense, avec l'augmentation du tonnage, doubler notre tonnage, voire s'approcher des 1000 tonnes, d'accord, donc entre 700 et 1000 tonnes. Et à partir de là, on va doubler aussi notre effectif en termes de CDI. Parce qu'on embauche aussi des CDD, d'accord, lorsqu'on a un pic de production, mais on pense de façon stable doubler le nombre de personnes, donc passer de 6 à 12 personnes et passer de 390 tonnes à minimum 700 tonnes, voire 1000 tonnes. Et ce qui serait bien pour la pérennisation et le développement de l'exploitation. Voici un projet qui rapidement peut créer de l'emploi, et beaucoup d'emplois. Il n'y a aucun autre projet en Guadeloupe, industriel et commercial, qui peut créer autant d'emplois que le projet Cap 23 000 tonnes que nous avons aujourd'hui, et rapidement. L'intervention du député Harry Chalus à l'Assemblée nationale sur le projet Cap 100 000 tonnes est un vrai coup de pouce pour cette filière en plein essor. Néanmoins, la réponse du ministre de l'Agriculture reste très mitigée. Je pense que le président Chalus a été très percutant. C'est-à-dire qu'il a eu le mérite de mettre au niveau de l'hémicycle ce dossier. Donc on peut premièrement que le féliciter. Je pense que la deuxième chose aussi qu'on peut retenir, c'est-à-dire qu'au niveau du ministre, c'est-à-dire qu'il a été très clair. Pas question de toucher au tonnage de la Martinique. Parce que depuis quelque temps, il se murmurait que, bon, à la limite, on pouvait essayer de trouver une solution à l'échelle des 2 îles. Mais on est dans une union qui fonctionne merveilleusement bien et il ne fallait surtout pas fragiliser cette union en cherchant à piquer un peu de référence sur la Martinique. Il a eu aussi le mérite de dire qu'il faut ouvrir la discussion. Bon, mais la discussion, ça fait quand même 3 ans qu'on en parle, donc ça fait un moment qu'on aurait déjà dû l'ouvrir. Nous avons identifié 2 grandes cibles au niveau de la population des producteurs. Premièrement, ce sont les petites et moyennes d'exploitation
qui font généralement moins de 300 tonnes. On considère à moins de 300 tonnes, c'est difficile de dégager ce qu'on appelle un équivalent SMIC. Il faut savoir que nous avons à peu près plus de 50% de notre effectif de producteurs qui fait moins de 300 tonnes. Donc la première stratégie pour nous, c'est de leur permettre de monter en production. Et la deuxième cible que nous avons, ce sont des jeunes agriculteurs qui veulent ajouter un atelier d'une production organisée telle que la banane pour pouvoir mieux consolider leur exploitation. Mais ces jeunes-là, ils ne peuvent pas rentrer parce que nous n'avons pas de quota. Un dossier complexe qui va susciter beaucoup d'efforts et un soutien de tous les élus guadeloupéens. En novembre prochain, les sénateurs auront à se prononcer sur l'une des lois les plus importantes du quinquennat de François Hollande concernant les départements d'outre-mer, le projet de loi sur l'égalité réelle. Il a été approuvé mardi dernier par les députés, mais à la grande surprise, le député et président de région Harry Chalus n'a pas pris part au vote que contient ce projet de loi. Georges Calixte, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes ici pour nous apporter justement des éléments de réponse. Alors, ce projet a été porté un temps par Victorin Lurel, puis repris par l'actuel ministre des Outre-mer et initié par un homme de droite, Patrick Caram. Alors, tout laisse à penser qu'on est en train de faire un pas de géant pour réduire les inégalités entre la France hexagonale et l'Outre-mer. Mais que signifie cette abstention d'Harry Chalus? On peut lui attribuer deux significations. D'abord, Harry Chalus avait proposé un amendement qui a été rejeté visant à étendre les activités militaires pour que les jeunes ultramarins en profitent. Et n'oublions pas qu'une des faiblesses de ce projet de loi, c'est qu'un certain nombre de dispositifs dont les collectivités territoriales ont la compétence, ce projet de loi n'a pas suffisamment pris en compte. Et c'est vrai que lorsqu'Harry Chalus cite le schéma régional de développement économique, et les mesures qui sont proposées par le gouvernement, en grande partie, sont déjà retenues dans ce schéma, dans les schémas quels qu'ils soient, sans que ça ne figure. Ça veut donc dire qu'à terme, un certain nombre de mesures risquent d'être insidieusement supportées par le budget des collectivités territoriales. Ce texte de loi qui contenait 15 articles le mois dernier en contient 112. On a l'impression d'une précipitation qu'il faut faire vite. Est-ce que ce texte s'attaque aux vrais dispositifs qui entretiennent justement les inégalités entre les départements d'outre-mer et la France hexagonale? Alors, il y a deux niveaux pour vous répondre. D'abord, en ce qui concerne la précipitation, non. Si on est passé de 15 articles à 112, n'oublions pas que lorsque le gouvernement a fourni le projet de loi avec 15 articles, il a accompagné avec un document de 370 pages qui identifie et fait un effort d'objectivation. Donc il y a des indicateurs dont certains peuvent être critiqués, mais qui disent effectivement, par exemple, en matière d'infrastructure, on savait qu'il y a un retard. En matière de prestations sociales, on savait qu'il y a un retard, mais qui donnent des critères plus objectifs. Donc ça, si vous voulez, c'est déjà beaucoup plus précis. Maintenant, s'agissant de l'attaque au véritable problème, on peut rester entre guillemets sur sa faim. Pourquoi? On sait que la véritable problématique de l'économie guadeloupéenne sur le plan structurel, c'est qu'il y a une logique d'import-export. On ne produit que 10% de ce que l'on consomme, on en importe 90%. Et notre réduction au statut d'acteur consommateur essentiel n'a pas effectivement été prise en compte. Ça veut donc dire qu'à la limite, on nous donnera davantage de moyens par l'alignement des prestations sociales pour consommer, sans forcément nous donner les moyens de développer la production locale. Et c'est là où, effectivement, ce projet sur l'égalité réelle peut nous interpeller, malgré des avantages liés à une grande clarté et également des documents annexes qui sont précis. Vous êtes en train de dire que concrètement, ça accroît une dépendance des départements d'outre-mer vers la France hexagonale. C'est-à-dire que l'état des lieux est correctement fait sur un certain nombre de décalages. Mais quant au problème structurel, c'est l'égalité réelle dans le système économique actuel ne fera que nous rendre encore plus dépendants, en tout cas, du système de consommation essentiel. Selon l'article 1er, chaque collectivité sera chargée d'élaborer un plan de convergence. C'est un document phare. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Ce qui se produit, c'est la raison pour laquelle il y a eu au départ 15 articles, ensuite qu'il y en aura 112 et certainement plus. C'est-à-dire qu'avec le document d'accompagnement, chaque collectivité a des statuts, d'abord des statuts particuliers. Certains sont dans l'article 73, d'autres sont dans l'article 74. Il y a un certain nombre de dispositifs locaux qui existent, mais n'oublions pas que ce qu'il y a
en filigrane derrière cette démarche, c'est que dès lors que les collectivités vont faire des propositions, la loi rappelle, et c'est la raison pour laquelle l'amendement d'Harry Chalus a été rejeté, qu'aucune proposition de loi ou d'amendement ne peut avoir comme incidence de solliciter l'État financièrement. Autrement dit, l'État vous dira effectivement établissez les plans de convergence, mais celui qui établit le plan de convergence, sur la base du principe que je viens de vous citer, sera également celui qui paiera en grande partie les objectifs de ce plan de convergence. Est-ce que cette loi, Georges Calix, n'arrive pas un petit peu trop tard? C'était une promesse de François Hollande en 2012. On a 5 mois des élections présidentielles. Est-ce que finalement aussi, quelle garantie que cette loi voit un jour, arrive à l'existence un jour? D'abord, il n'y a pas de garantie puisque une loi se fait et se défait. La droite arrivant au pouvoir peut fort bien estimer que l'égalité réelle, du moins, doit être appréhendée différemment. C'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, s'agissant effectivement qu'elle arrive trop tard dans le temps, n'oublions pas qu'il y a 35 recommandations qui sont faites. Celles qui commenceront en janvier 2017 sont extrêmement limitées et que le temps d'application, c'est 25 ans. Donc, entre-temps, c'est vrai que ça arrive tard, peut-être en tant que marketing de campagne, mais en même temps, par rapport à son application, elle est différée dans le temps. Un autre élément aussi, c'est que les Républicains ont voté en majorité contre ce projet de loi. Pourtant, à l'origine, il était porté par Patrick Caram, un homme de droite, fidèle de Nicolas Sarkozy. Comment on peut l'expliquer? Les Républicains se sont justifiés en disant que c'est un vote d'encouragement. Autrement dit, ils ont voté contre, non pas en tant que vote sanction, mais en tant que vote d'encouragement. Ça veut donc dire qu'ils ont préparé la venue de cette loi en première lecture au Sénat et ont d'ores et déjà dit nous ne sommes pas contre, c'est le sens du vote contre, dit vote d'encouragement, nous sommes contre certaines mesures, mais en même temps nous reconnaissons le bien fondé de cette loi. Autrement dit, lorsqu'elle arrivera au Sénat, vous verrez, elle est déjà modifiée par rapport au projet initial, parce que entre ce que le gouvernement a déposé et ce qui a été réellement voté dans le cadre des 112 articles, il y a déjà des décalages importants. Mais vous verrez que le Sénat va encore donner d'autres décalages et qu'in fine, la loi sur l'égalité réelle sera en partie, je dis bien en partie, vidée de sa substance, tout simplement parce que le Sénat, qui est élu par les collectivités, va bien se rendre compte qu'un certain nombre de mesures devront être supportées par ces collectivités locales. Georges Calix, un mot sur la primaire des Républicains. Le débat sera diffusé ce soir, après le journal. On voit bien que se dégagent deux candidats, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. En tant que politologue, est-ce que pour vous, un ancien chef d'État peut revenir au pouvoir? Nicolas Sarkozy a-t-il des chances de briguer à nouveau ce mandat? L'électorat, quand il juge, fait confiance à quelqu'un qui a de l'expérience. Autrement dit, le fait que Nicolas Sarkozy ait été déjà président de la République, c'est déjà une garantie. Mais d'un autre côté, n'oublions pas qu'il a été le premier à mettre en place la révision générale des politiques publiques, continuée d'ailleurs par la gauche dans le cadre de la modernisation de l'action publique. Donc, il a bien sûr des chances, à moins que des ennuis judiciaires viennent contrecarrer effectivement ses plans. Il a des chances par son expérience, mais en même temps, par rapport à ce qu'il a fait, en tout cas son programme politique, et le fait qu'il ait instauré la révision générale des politiques publiques qui a considérablement réduit, si vous voulez, les services publics, ce sont deux éléments qui vont rentrer et il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Je pense qu'il faut attendre le mois de mars. A-t-il des chances justement de séduire sa propre famille politique? A priori, vous savez que n'oublions pas que d'un point de vue stratégique, il est quand même à la tête des Républicains. Et dès lors qu'on est à la tête de nos partis, le parti qui a pour rôle de sélectionner les élites, de mettre à disposition une logistique, c'est la raison pour laquelle en général les primaires se sont multipliées pour qu'il y ait un candidat ciblé. Donc il maîtrise la machine de guerre avec un bon moyen de communication. Maintenant, est-ce que ça suffira? Je vous dis, au mois de mars, de toute façon, les choses, en réalité, par rapport au sondage et aux résultats des primaires, les choses vont se décanter. Georges Calix, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à Haïti. Les habitants désespèrent de voir l'aide internationale arriver. Nos envoyés spéciaux sont d'ailleurs dans la commune de Jérémie qui est dévastée. On regarde tout de suite leur reportage.
16 ans qu'ils vivaient ici. Pendant l'ouragan, la maison s'est effondrée sur eux. Il ne reste rien à part un tas de gravats. On a dit pour nous pas ici, Dieu en pile. Alors nous ne connaissons pas comme bon Dieu lui-même, nous avons un dernier mot pour nous. Nous avons bon Dieu avec et secours tout le monde qui a un cœur humain. Les urgences accueillent toujours des victimes de la tempête. Certains ont dû attendre plusieurs jours pour recevoir des soins. Rapidement, quelques médecins de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières sont arrivés sur place pour prêter main forte. Dans cette pièce, les malades du choléra affluent un peu plus chaque jour. L'aide internationale a fourni du sérum antibactérien, mais la liste des manques s'allonge. Des antibiotiques, des analgésiques, les ustensiles pour faire des pansements. Les habitants de Jérémie attendent les distributions de vivres depuis 3 jours. Ces bouteilles d'eau vont être stockées dans un entrepôt. Depuis peu, les élus politiques, les élus locaux multiplient les dons en faveur de la population, alors que nous sommes à quelques semaines à peine des prochaines élections présidentielles. Sauf qu'aucune autorité locale n'est capable de préciser quand et où les provisions seront redistribuées. 20 containers remplis de nourriture, de médicaments, de matériaux pour la reconstruction. Sur l'embarcadère, la foule se fait de plus en plus pressante. La police est déployée pour la contenir. Je viens regarder est-ce que tu as sorti avec un petit bagage pour manger la caillou. La police bloque. Et coup de bâton, coup de gaz, c'est ça qui a réglé soif. Comme ils le font depuis plusieurs jours, certains attendront toute la nuit dans l'espoir de pouvoir récupérer un peu de nourriture ou une simple bouteille d'eau. Et revenons maintenant sur ce drame qui a ému toute la Martinique ainsi que la Guadeloupe, celle de cette jeune fille Brittany morte par pendaison après avoir été victime d'harcèlement scolaire. Depuis, les réactions sur les réseaux sociaux se multiplient. Des rumeurs accusaient d'ailleurs une jeune fille d'être le bourreau. Sa photo a même été diffusée. Seulement, cette dernière n'était pas liée à l'affaire. Sa mère a donc décidé de porter plainte. Reportage Loïc Régis et Guy-Raphaël René d'ATV Martinique. Excédée par le harcèlement subi par sa fille depuis 3 jours, cette mère a décidé de porter plainte. Sur les réseaux sociaux, la photo de l'adolescente a vite circulé. Les rumeurs l'accusent de propos injurieux à l'encontre de l'élève du CFA de Rivière-Salée qui s'est donné la mort. Des accusations à tort selon la mère. Pourtant, les conséquences sont bien réelles. Ma fille ne peut plus aller à l'école, elle est menacée. Elle est insultée, elle reçoit des SMS sur son téléphone, des WhatsApp, des audios, l'accusant de choses qu'elle n'a pas commises. Et là, je pense que là, c'est bon, pour le moment, on en a assez. J'aurais aimé que cela cesse, qu'ils arrêtent d'impliquer ma fille dans tout cela et qu'ils arrêtent de salir l'image de ma fille aussi. Ce harcèlement aurait bouleversé la vie de cette famille. Sur Internet, mais aussi par téléphone, l'adolescente reçoit des menaces. Une situation angoissante et très difficile à gérer. Vous ne savez pas comment elle le prend, vous ne savez pas comment elle vit ça le soir, vous ne savez pas comment elle est, vous ne savez pas quelle pensée qu'elle a, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle peut faire pendant que ses parents même pensent qu'elle est bien, mais elle n'est pas bien. Vous ne savez pas comment. Alors donc moi, ce message, je le dis au monde entier. C'est pour que ça ne puisse pas déraper, que par rapport à ça, une autre encore, elle perd sa vie, une autre encore, c'est parce que ce sont des innocents. Pour sortir de cette spirale négative, la famille s'est tournée vers un avocat. Le cyberharcèlement est puni par la loi. Certains auteurs des menaces auraient déjà été identifiés. Parce que certains signent. Donc vous avez des personnes qui écrivent sur Facebook notamment ou sur WhatsApp qui sont facilement identifiables. Et effectivement, vous aurez d'autres qui pour l'heure ne seront pas identifiables, la raison pour laquelle la plainte sera formulée contre X. Nous avons affaire à une victime qui est mineure et il s'agit donc d'une circonstance aggravante, donc un délit qui peut être à 7 ans d'emprisonnement. Avec la facilité d'accès à Internet, le nombre de dérives se multiplie chez les jeunes. Actuellement, on constate qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont harcelés. Et c'est beaucoup plus simple pour les auteurs de harceler une victime par le biais de SMS ou par la diffusion d'images ou de photomontages ou de vidéos par Internet. L'utilisation abusive des réseaux sociaux est à l'origine d'une nouvelle polémique, un terrain de jeu périlleux pour les jeunes qui ont peut-être l'impression d'être intouchables derrière leurs écrans. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le village de l'orientation et des métiers à Sainte-Rose
où près de 700 lycéens et collégiens étaient attendus. Et puis on peut manger un menu digne d'un chef avec peu de moyens. C'est ce qu'a souhaité démontrer la Banque alimentaire qui a reconduit son grand concours de cuisine. La fête de la science se poursuit jusqu'à dimanche et laissera certainement des souvenirs inoubliables à certains écoliers guyanais. Le reportage est signé Elsa Gonzalez d'ATV Guyane. La musique avec des légumes. Mais quelle drôle d'idée! À l'école Solange-Julique à Saint-Laurent-du-Maroni, ces élèves de CM1 font l'expérience du piano à légumes. C'était bien. On a pu jouer un peu sur le piano, on a pu toucher avec l'imprimante 3D, ce qu'on fait. Donc s'il y a une voiture cassée, une roue crevée, on l'a juste à refaire avec l'imprimante 3D. D'un simple branchement électrique à l'imprimante 3D, les enfants découvrent l'utilité des sciences de façon ludique et pédagogique. Un apprentissage qui varie de l'approche scolaire. Oui, ça se change un peu parce que d'habitude on fait des choses purement scolaires, dans des manuels, les cahiers, les reportages. Là, c'est carrément des personnes qui travaillent là-dedans, qui sont venues présenter leurs travaux. L'association Manifact intervient dans le cadre de la fête de la science. Elle propose, comme ici, l'expérimentation et la découverte de différents procédés scientifiques. L'occasion de partager avec les enfants les expériences et les outils qu'ils ont à leur disposition. Pour nous, le fait d'intervenir ici dans une école primaire, donc à Solange-Julique, c'est l'occasion de montrer à des élèves, de leur faire expérimenter en fait des outils techniques. Donc on a vu tout à l'heure le fameux piano à légumes qui fait parler de lui, ou l'imprimante 3D, la modélisation 3D. Tout ça fait appel à des principes scientifiques. Donc en fait l'idée c'est de faire expérimenter les élèves, leur faire toucher, leur faire manipuler, qu'ils puissent voir les choses. Et puis ensuite on vient essayer de comprendre ce qu'on a expérimenté, c'est-à-dire comment ça fonctionne à l'intérieur. Manifact est un laboratoire d'idées où l'on expérimente ces projets. Situé au camp de la transportation, il participe à cette 25e édition de la fête de la science jusqu'à la fin de la semaine. Samedi, ils ouvrent les portes de leur atelier au grand public. Retour chez nous, la ville de Sainte-Rose organisait aujourd'hui le village de l'orientation et des métiers sur la place de la Verdure. Plus de 700 lycéens, collégiens et demandeurs d'emploi étaient attendus pour découvrir les parcours et les opportunités qui sont proposées dans notre archipel. Reportage Karen Diama. Accompagnée de très nombreux partenaires, la ville de Sainte-Rose a reçu aujourd'hui des centaines d'élèves. Objectif, favoriser l'élaboration d'un projet professionnel. Nous attendons effectivement de cette journée que les jeunes puissent déterminer et qu'ils sachent, qu'ils s'informent sur les métiers qui existent, les orientations aussi potentielles et qu'ils puissent aussi se déterminer. Ils sont en 3e, ils sont en 4e. Peut-être qu'il ne faut pas attendre le dernier moment et ils auront peut-être une idée déjà de ce qu'ils voudront faire plus tard. En classe de 3e, au collège de Déhay, Maëlys n'a pas attendu le dernier moment pour choisir son orientation. Son métier, elle l'a choisi il y a bien longtemps et comptait sur le forum pour avoir plus d'informations. Ça m'a donné des documents qui m'ont beaucoup aidé, leurs conseils m'ont beaucoup aidé. Et ça m'a encouragée à aller plus loin encore. J'ai choisi le métier d'agent d'escale, tout simplement parce que le métier du tourisme m'attire. Et que la relation avec les gens qui ont une autre culture et tout ça, ça m'attire aussi. Voilà. Et c'est depuis 2 ans que je veux faire ça et ça n'a toujours pas changé. Si pour Maëlys, le choix du métier était une évidence, d'autres comme Génissa ont profité de ce forum pour s'éclaircir les idées. Je cherche en ce moment un stage et aussi je fais le tour des stands pour chercher des formations. Donc là, je suis passée vers la CAMAS formation pour voir que faudrait-il pour devenir hôtesse. Et j'ai déjà fait des recherches sur le site de l'ONICEF pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir journaliste. C'est bien d'avoir un forum comme celui-là parce que tous ceux qui ne peuvent pas trouver de formation et qui viennent ici sont peut-être sûrs, quand ils vont sortir, qu'ils auront le sourire aux lèvres parce qu'ils auront trouvé ce qu'ils voulaient. Face à ces jeunes, des professionnels venus dispenser leur savoir, mais surtout rassurer ces derniers face à leurs nombreux questionnements.
Il faut déjà évaluer l'intérêt et les motivations des candidats. Donc là, c'est un jeune public, puisque les candidats que j'ai rencontrés ce matin, ce sont des collégiens. Les formations que nous proposons ici à Camas, ce sont des formations post-bac, avec un niveau, au moins niveau bac. Donc c'est vrai que c'est un peu tôt pour s'orienter, mais enfin, je leur donne les premières indications quant au métier lié à l'escale, à l'aérien et au tourisme. Fort du succès de cette première édition, la ville de Sainte-Rose se penche d'ores et déjà sur un prochain rendez-vous qui rassemblerait encore plus de partenaires. L'école régionale de la deuxième chance Guadeloupe, avec le concours de la DIL, a organisé une matinée dédiée à la prévention et à la sécurité routière aujourd'hui. L'objectif de cette action, inciter les jeunes à adopter des comportements plus citoyens. Reportage Linda Kayarsi. Attirer l'attention de ces jeunes de l'école de la deuxième chance aux dangers de la route et à la bonne conduite à tenir, telle est la mission de Guy Cornet. Je suis là pour leur parler de réactiomètre, c'est-à-dire je vais leur parler du temps de réaction, des distances de réaction, de freinage, distance d'arrêt. Mais avant de commencer le cours, je fais un petit tour d'horizon général sur la sécurité routière, sur ce qui se passe en Guadeloupe, pourquoi la sécurité routière, etc. Pour faire passer son message de prévention routière, la technique est simple, l'interactivité. Alors je pense que c'est une très bonne chose parce que de nos jours, il y a beaucoup d'accidents sur les routes. Et non seulement il y a l'auto-école qui est là pour nous enseigner comment faire, mais c'est bien d'avoir des personnes comme M. Cornet qui est là pour nous enseigner davantage. Il faut toujours un plus dans ce qu'on entreprend. En résumé, une jeunesse mieux sensibilisée à avoir un comportement plus citoyen pour éviter bien des drames, car sur la route, de nombreuses vies sont brisées. Nous avons sur support vidéo des témoignages de personnes, de stagiaires qui sont passés chez nous. Ce sont essentiellement des personnes qui sont atteintes de traumatisme crânien suite à des accidents de la voie publique. Donc que ce soit des accidents de voiture, que ce soit des accidents à deux roues, etc. Donc voilà. Donc le témoignage sert vraiment à matérialiser ce qu'est le traumatisme crânien et surtout les conséquences de ces troubles. Aujourd'hui encore, trop de jeunes sont victimes ou auteurs d'accidents de la route. Pour la sécurité routière, une fois de plus, il y a urgence. La mortalité routière est la première cause de mortalité des jeunes de 18 à 35 ans. Il est essentiel que nous puissions sensibiliser ces jeunes-là, puisque ce sont les futurs conducteurs de demain. Et c'est pourquoi effectivement le gouvernement a durci la loi en matière d'alcoolémie par rapport à ces jeunes, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement les jeunes payaient beaucoup de tribut au niveau de la mortalité routière. Il était essentiel de les sensibiliser. Les accidents de la route peuvent être évités, à condition bien sûr de devenir des acteurs de la prévention. À l'école de la deuxième chance, on s'implique. Plus de jeunes comprendront les risques et les responsabilités qu'ils ont, plus la société se portera bien. Donc cette journée de sensibilisation, c'est une journée où nous voulons contribuer à apporter des valeurs, les valeurs les plus justes, les valeurs qui fondent finalement une société. Désormais, il appartient à tous ces jeunes de montrer leur implication dans cette lutte contre les accidents de la route. Ils seront 15 à participer à la deuxième édition du concours cuisine organisé par la Banque alimentaire de Guadeloupe. Le principe est simple, les candidats doivent mijoter un repas uniquement avec les produits fournis par l'établissement. L'objectif, montrer qu'on peut manger un repas digne d'un chef avec peu d'argent. Reportage Linda Kayarsi. Pour la deuxième édition de l'opération Le Chef c'est vous, les candidats ne se sont pas bousculés. Qu'à cela ne tienne, la Banque alimentaire, structure organisatrice de ce challenge, a noté un niveau élevé des participants. Les chefs d'un jour avaient pour thème imposé une farce à réaliser et une meringue à la maracuja en dessert. L'objectif étant de restaurer l'homme dans sa dignité alimentairement. Nous avons les ateliers cuisine, dont nous avons le point d'orgue ici, c'est-à-dire le concours cuisine. Nous avons les ateliers jardin, c'est-à-dire apprendre aux bénéficiaires à cultiver la terre, à produire. Nous avons aussi les jardins collectifs qu'on mène en partenariat avec l'association Bois Lançon. Donc le but de tout cela, c'est de mettre en lien les bénéficiaires du réseau de l'aide alimentaire et des particuliers de manière bénévole. Tous ensemble, ils se rejoignent sur ce projet. Parmi les membres du jury, on retrouve les partenaires de la Banque alimentaire comme la Caisse d'allocation familiale ou encore la Direction de l'agriculture. Et la présence incontournable d'une diététicienne qui a su apprécier la présentation dans l'assiette et bien entendu
la dégustation. Intéressant. Alors cette année, je crois que le chef, M. Luyard, a mis la barre un peu haut peut-être, pas trop haut, hein, mais en demandant donc aux participants de travailler sur une technique qui est celle de la farce, ça pouvait désarçonner. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé dans les réalisations. Ceci dit, nous avons eu des résultats de qualité. Ça a été le dernier plat présenté par le CECAS de Sainte-Rose, parce qu'on va dire que c'est l'équipe qui quelque part a respecté le mieux la consigne en réalisant effectivement une igname creusée, remplie d'une purée de bananes jaunes parfumée au jus de maracuja. C'était excellent. Naïma appréhendait l'exercice, mais elle a relevé le défi. C'est l'association Flamango qui m'a proposé de venir participer à ce concours. J'ai trouvé un petit peu difficile parce qu'on ne maîtrisait pas trop la farce. Donc on a dû improviser un petit peu. Et nous avons fait une purée d'igname et bananes jaunes, un poulet au four avec de la farce à l'intérieur. Et quoi encore? Et comme dessert, une meringue. C'est une très bonne expérience que j'aimerais bien réexpérimenter une autre fois. La remise des prix aura lieu le 6 novembre lors de la journée des bénévoles. À vos carnets maintenant, pas de cuisine, mais vos carnets de notes pour les infos pratiques. L'équipe, l'établissement français vous donne rendez-vous demain à Cap Excellence de 8h30 à 13h pour collecter votre sang. Et puis la suspension des travaux est prévue jusqu'au 30 octobre à Morne-à-l'Eau. Seuls des travaux d'entretien auront lieu aux heures d'ouverture du cimetière. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0690 14 36 50. Et puis à Petit-Bourg, on continue à recruter. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire au CCAS dans le cadre du plan de lutte contre l'illettrisme, avec des informations disponibles au 0590 95 36 06. Et puis si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.